Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon premier point lecture pour le mois d'avril. Pour ce point lecture, j'ai du coup 4 romans ainsi que 2 titres graphiques à vous présenter. Je vous afficherai la plupart des couvertures puisque je n'ai pas beaucoup de titres en ma possession en physique. Je vous parlerai dans un premier temps de ma lecture de L'Enfant réparé par Grégoire Delacour que j'ai lu en version audio. Ensuite, je vous donnerai mon avis sur Nos jours brûlés, le premier tome par Laurent Safou que j'ai lu en version papier mais en médiathèque. Ensuite, ce sera au tour de Ce que les étoiles doivent à la nuit par Anne-Gaëlle Huon que j'ai aussi lu en version audio. Puis je vous donnerai mon avis sur Blackwater, le premier tome par Michael McDowell. Et côté graphique, je vous donnerai mon avis sur Harry, le tome 3, Les aimants de l'ambre, et sur ma lecture graphique de Wake Up America. Je vais donc démarrer tout de suite avec L'Enfant réparé par Grégoire Delacour. C'est donc un titre que j'ai lu en version audio, il est sorti chez JC Lattès pour la version grand format pour l'instant, et puis donc chez Audiolib. Et c'est un titre qui est lu par Grégoire Delacour et qui est suivi d'un entretien. J'ai trouvé que ça apportait vraiment un plus, donc c'est pour ça que je le mentionne. Dans ce récit-là, du coup, c'est un récit autobiographique dans lequel Grégoire Delacour va revenir en fait sur son histoire. Et il va revenir sur comment est-ce qu'il s'est rendu compte de son histoire, comment est-ce qu'il a pris connaissance de son histoire au fil des années et notamment des abus dont il a été victime de la part de son père. C'est donc voilà un récit qui parle d'un thème assez difficile. J'ai vraiment apprécié la manière dont c'était abordé par Grégoire Delacour. On revient finalement voilà, sur tout le fil de sa vie, sa carrière dans la publicité, comment est-ce qu'il a publié ses premiers romans, etc. Ça donne un autre regard sur ses précédentes publications. Voilà, c'était vraiment un récit intéressant. C'est une sorte d'autobiographie introspective, comme une reviviscence de ses souvenirs qui avaient été longtemps enfouis et puis qui au bout d'un moment ont fini par refaire surface. Ça parle également beaucoup de l'amour d'une mère. C'est un récit voilà, dans l'ensemble qui m'a vraiment plu. Il y a pas mal de questions de vie, ça parle de résilience aussi. J'ai trouvé peut-être quand même qu'il y avait quelques petits bémols. Alors c'est un récit qui est assez court, il doit faire à peu près 250 pages je pense en version papier. Mais j'ai quand même trouvé qu'il y avait certains passages qui étaient un peu moins intéressants que d'autres, notamment dans le début de vie de Grégoire Delacour, ses années à Bruxelles, etc. Voilà, c'est pas ce qui m'a le plus passionné dans le récit. Mais dans l'ensemble, j'ai quand même trouvé voilà, que ça fonctionnait bien et la lecture audio est vraiment bien faite et l'entretien également m'a plu. J'ai mis la note de 17 sur 20. Thème un peu similaire, j'avais préféré Tout ce que dit Manon est vrai de Manon Fargeton, mais ce récit-là aussi est intéressant pour parler de ses abus dans l'enfance. Ensuite, j'ai donc lu Nos jours brûlés, le tome 1 par Laurent Safou. C'est un titre que j'avais emprunté, j'espérais le lire avant le vote du PLIB et je crois que je l'ai fini après. Il me semble que je l'avais peut-être commencé quand il y a eu le vote pour les 5 finalistes. Donc au final ce n'est pas un des finalistes, mais j'ai quand même voilà, voulu le découvrir. J'ai profité du fait de l'avoir emprunté pour le découvrir parce que c'était quand même un titre qui m'intéressait au départ. On est ici du coup dans un récit dans lequel on va suivre une jeune fille dont j'ai complètement oublié le prénom. Comme le titre l'indique, donc Nos jours brûlés, en fait voilà, les jours ont été brûlés, il n'y a plus je crois de jour, tout est toujours de nuit. Le soleil n'apparaît plus. C'est un récit qui se passe en Afrique dans lequel on retrouve pas mal de créatures, mythologies, enfin des différentes mythologies africaines et j'ai trouvé ça intéressant, je trouvais que ça amenait voilà, un contexte un peu différent. Et donc nous on a ce personnage principal qui va partir dans la forêt avec sa mère pour essayer de trouver quelque chose. Sauf que ça va pas tout à fait se passer comme prévu et finalement elle va se retrouver à vivre avec un homme qui est lui aussi bien au courant de toutes ces mythologies et qui lui aussi est décidé à intervenir pour que les jours soient rétablis et que l'ordre des choses revienne. C'est un récit que j'ai trouvé intéressant dans sa mythologie, mais malheureusement ça ne fait pas tout, et même si l'héroïne était plutôt attachante et que la plume était fluide, malgré ça j'ai quand même décroché à certains passages. J'ai trouvé que les rebondissements étaient souvent un peu trop classiques. Finalement c'est un récit que je rapproche pas mal de ce titre là que je vous mets, j'ai plus le titre en tête mais je vois très bien de quel titre je parle. Dans les deux en fait voilà, on a cette mythologie africaine, on a c'est un titre young adulte, etc. Mais je trouve que pour les deux malheureusement ça ne suffit pas. Ça ne fait pas tout et certes c'est un univers qui change, mais finalement c'est un récit
qui ne change pas beaucoup de ce dont on a l'habitude en young adulte et j'ai trouvé que c'était un peu dommage. Et puis il va y avoir une relation super bizarre qui va s'instaurer avec le personnage masculin. J'ai pas du tout compris pourquoi et du coup j'ai pas forcément trouvé d'intérêt à ça. Malheureusement ça l'a pas complètement fait du coup avec moi. Il y avait quand même des choses qui étaient intéressantes. J'ai quand même passé je dirais un bon moment avec le récit, à part peut-être avec la fin qui m'a pas trop convaincue. Le tome 2 n'est pas encore sorti, je sais pas si c'est une duologie ou une trilogie. Ensuite j'ai lu Ce que les étoiles doivent à la nuit par Anne-Gaëlle Hulon, ici aussi édité donc en livre audio par Audiolib et du coup je l'ai également reçu de la part d'Audiolib. Et pour la version papier il vient de sortir en poche chez le livre de poche avec une toute autre couverture. C'est un récit qui m'a vraiment intriguée, j'avais pas spécialement fait le rapprochement, je sais pas pourquoi, quand il est sorti en papier, mais en audio par contre oui, j'ai juste je pense mieux lu le résumé, et j'ai vu qu'on retournait du coup au Pays Basque et que c'était du coup une sorte de suite au roman Les Demoiselles, qui est un récit d'Anne-Gaëlle Hulon que j'avais beaucoup apprécié. Pour ce récit là on suit en fait deux récits à deux temporalités différentes, d'un côté on suit l'histoire de Lise et de l'autre on suit l'histoire de Balthazar. Balthazar va faire la rencontre d'une des fameuses demoiselles que l'on suivait dans le premier roman et ils vont avoir une histoire ensemble. De l'autre côté on a l'histoire de Lise. Lise c'est une chef française, elle va décider finalement de retourner au Pays Basque, elle y est un petit peu ramenée parce qu'il va y avoir pas mal d'événements difficiles qui vont se passer autour d'elle à Paris, qui vont beaucoup remettre en question son travail. C'est deux personnages que je trouvais plutôt intéressants au départ, j'aimais bien le côté très fantasque et fonceur de Balthazar et j'aimais bien les failles de Lise et un petit peu sa quête de comprendre ce qui se passe, sa manière de vivre le deuil, etc. Enfin tout ça, voilà, je trouvais que c'était intéressant. Malheureusement le personnage de Lise m'a assez vite fait déchanter puisqu'elle va faire la rencontre de Peyo qui est en gros un chef cuisinier et on va confier à Lise la tâche de remettre d'aplomb le restaurant dans lequel travaille Peyo. Et au lieu de collaborer avec lui alors qu'en plus elle a trouvé sa cuisine très bonne, elle décide en gros de tout faire à sa manière. Il y a une sorte de guerre qui s'installe entre eux et j'ai trouvé ça assez inutile, voire un peu ridicule. Ça n'avait pas vraiment de sens et j'ai pas compris en fait pourquoi est-ce qu'elle agissait comme ça. Et puis il y a également un autre point quand même qui m'a pas mal dérangé dans le récit, c'est qu'on va également suivre en parallèle avec l'histoire de Lise, elle va faire la rencontre de Gwen et de sa fille qui s'appelle Nine. Et Gwen et Nine auraient pu être des personnages très intéressants, je trouvais que c'était déjà des personnages intéressants en soi, de Gwen, cette jeune maman qui fait tout pour aider sa fille, pour changer de vie pour elle, pour améliorer son quotidien alors qu'elle vit seule avec elle, et je trouvais que on n'avait pas besoin de rajouter le fait que Nine avait une maladie grave et qu'elle était mourante par-dessus. Je trouvais voilà, que c'était complètement inutile et que ça servait surtout à rajouter du drame et à faire pleurer. Et voilà, du coup ça m'a un peu saoulée. Je trouvais que c'était juste pas nécessaire en fait. Vous l'aurez donc compris, j'ai pas été hyper convaincue par ce récit-là malheureusement, alors que j'étais hyper contente de retourner au Pays Basque. Ce qui m'a d'ailleurs aussi dérangée, c'est le fait que j'ai trouvé que c'était assez difficile de resituer. Je pense que c'est fait pour que ça puisse être lu indépendamment des demoiselles, mais du coup pour les lecteurs des demoiselles, si on n'a pas vraiment directement enchaîné les deux romans, c'est pas forcément évident de resituer. Donc en plus ce côté retourner au Pays Basque était pas franchement si plaisant que ça au final, donc ouais, du coup dans l'ensemble c'est pas un récit qui a tellement fonctionné avec moi. C'est dommage, il y avait quand même des choses intéressantes. Du coup pour ce qui est de l'histoire de Balthazar, elle m'a plus convaincue, j'ai trouvé que c'était un personnage qui était intéressant, mais ici aussi j'ai trouvé qu'à la fin il y avait des choses où j'ai pas très bien compris pourquoi est-ce que c'était pas juste dit en fait. Voilà, je trouvais que c'était parfois un peu alambiqué pour rien, et pourquoi pas de se dire que c'était juste pas le bon moment, etc. Qu'elle avait besoin de grandir pour qu'on lui dise les choses, pour qu'elle comprenne un peu plus qui elle est, machin. Mais du coup j'ai pas trop compris, enfin bon, ouais, voilà. Quelques petits défauts là-dessus. Au niveau de la lecture audio, on a du coup deux voix différentes, une pour la narration de Lise et une pour la narration de Balthazar, et j'ai trouvé que les deux fonctionnaient très bien, donc voilà, rien à dire de ce côté-là. Ensuite, j'ai donc lu Blackwater, le premier tome, La Crue, par Michael McDowell. Blackwater c'est une série en 6 volumes qui vont tous sortir à 2 semaines d'intervalle, donc le premier tome est sorti le 7 avril. Blackwater en fait c'est une histoire qui se passe à Perdido et on y suit la famille Casquet. C'est du coup un récit qui se passe je dirais dans un
19e ou 20e siècle, je sais pas si c'est exactement dit, à l'aube du dimanche de Pâques 1919. J'avais plutôt bien visé. On a donc la famille Casquet qui est une famille importante, qui est l'une des familles qui dirige la Syrie. Et c'est une famille dans laquelle les femmes ont un certain rôle et un certain caractère et globalement les hommes font gentiment figure de servir à quelque chose. Alors que franchement ils ont beau faire illusion que c'est eux qui dirigent, on voit très bien que c'est pas du tout le cas. On va découvrir la ville à l'occasion d'une grande crue qui a complètement ravagé la ville, une très grande partie de la ville, et dans cette crue on a du coup Oscar Casquet, un de leurs domestiques qui est avec lui, et ils arpentent du coup la ville pour essayer de trouver à manger et puis de vérifier que s'il ne reste pas des personnes, et ils vont tomber sur une femme qui s'appelle Elinor, ils savent que c'est bizarre parce qu'ils n'ont jamais vu Elinor dans le coin. Elle est beaucoup trop rousse et passe beaucoup trop peu inaperçue pour qu'on puisse penser qu'elle vient de Perdido, qui est en plus une petite ville. Et du coup, ils sont très intrigués, ils décident de la ramener et on va voir finalement dans ce premier tome comment Elinor va gentiment s'immiscer dans leur vie. On comprend bien vite qu'il y a pas mal de choses bizarres qui se passent autour d'Elinor. On est finalement sur un récit entre la saga familiale et avec un côté un peu fantastique, ou en tout cas pour l'instant un côté mystérieux et dérangeant souvent. Michael McDowell c'est un homme qui a travaillé notamment avec Tim Burton pour l'élaboration du personnage de Beetlejuice, qui a travaillé sur l'étrange Noël de Mr. Jack il me semble, et voilà, sur quelques récits comme ça. Il me semble qu'il a aussi travaillé sur des films d'horreur et ça se ressent pas mal. Ça se ressent aussi bien dans le côté horreur et dérangeant que dans le côté cinématographique, je trouve, parce que c'est un récit que j'ai trouvé hyper immersif et très très visuel. Je trouve que ça marcherait hyper bien en film ou en série et que ça semblerait en fait très naturel parce que voilà, justement on visualise très bien tous ces personnages, cette ville, etc. Et ouais, je trouvais que ça marchait hyper bien. Donc je ressors vraiment très convaincue. Je sais pas si je vous parlerai un à un des prochains tomes, je pense que je vous ferai une vidéo bilan quand j'aurai lu les 6 tomes. Côté graphique, j'ai lu pas mal de titres graphiques, mais j'ai décidé aujourd'hui de vous parler tout d'abord de Harry, le tome 3 par Rolling Pen et Katmousse James. On est sur la conclusion de cette bande dessinée malgache qui se passe donc à Madagascar et qui traite notamment de pas mal de légendes malgaches. On y suit un personnage qui s'appelle Harry, qui est une petite fille qui vit dans un village et qui est globalement amnésique, qui ne sait pas d'où elle vient et qui est un petit peu chassée dans le premier tome de son village parce qu'on lui explique qu'elle a apparemment quelque chose à voir. On ne sait pas très bien si c'est positif ou négatif, mais en gros il faut qu'elle parte. Et du coup voilà, elle va commencer sa quête dans le premier et le second tome. Ça nous amène également à visiter différents lieux de Madagascar. Et du coup pour ce troisième tome, eh bien Harry a retrouvé des personnages, mais ils ne veulent pas lui dire parce qu'ils estiment qu'il faut d'abord résoudre par la magie le fait qu'elle ait perdu ses souvenirs, au lieu tout simplement de lui dire qui elle est et d'où elle vient. J'ai trouvé ça un petit peu dommage que ça fonctionne comme ça, et je comprenais pas très bien ce qui faisait que ça marchait moins avec moi pour ce tome là, alors que les dessins sont toujours superbes. Il y a toujours beaucoup aussi cette dimension écologique dans le récit qui est vraiment très importante. Mais en fait finalement j'ai compris, je pense, ce qui m'a moins plu. Ce qui m'a moins plu dans ce récit là, c'est que finalement ce récit est plus magique, alors que les tomes précédents étaient plutôt mystiques et plus dans les légendes, où c'était toujours un peu à la frontière avec le réel, enfin en tout cas c'était quand même assez ancré dans le réel, alors que là on a un peu admis le fait qu'il y avait des choses complètement bizarres. C'est une série quand même que je vous recommande, j'ai beaucoup aimé les 2 premiers tomes. Ce tome-ci m'a un petit peu moins convaincue, mais c'est une série qui a le mérite vraiment d'être originale. Il n'y a pas 50 000 séries de bande dessinée qui se passent à Madagascar, avec en plus de ça des dessins aussi jolis, ce message écologique qui est fort et qui est vraiment fait sous le fait que voilà, juste tout ce qu'on fait, bah, ça abîme la nature. J'ai trouvé que le personnage d'Harry régressait un peu par rapport au tome précédent où elle était un peu plus dégourdie, parce qu'elle se retrouvait un peu toute seule à devoir se débrouiller, alors que là elle se repose beaucoup sur les autres personnages. Je lui ai donc mis la note de 15 sur 20. J'ai également lu Wake Up America par John Lewis, Andrew Aydin et Nat Powell. C'est un énorme titre puisque c'est une intégrale, c'était initialement publié en 3 volumes, également chez Rue de Sèvres. C'est un récit que j'avais reçu de leur part il y a déjà de ça quelques mois, je m'étais juste pas encore lancée parce qu'il est énorme.
On est ici sur un récit graphique en noir et blanc qui va retracer l'histoire de la lutte pour les droits civiques, donc de 1940 à 1965, à travers l'histoire justement de John Lewis, qui est un personnage hyper important en fait de cette lutte pour les droits civiques. C'est pas... Enfin, moi je connaissais pas plus que ça son histoire, je savais pas que c'était cet homme-là voilà, qui avait eu tout ce rôle-là, qui était dans l'entourage politique d'Obama quand il a été élu, et du coup c'est un récit qui se passe sur deux temporalités. On a d'un côté des petits encarts qui se passent en 2009, le jour de l'investiture d'Obama, et de l'autre côté on a de 1940 à 1965 toute cette lutte pour les droits civiques. C'est un récit historique hyper important qui parle vraiment voilà, de l'histoire des États-Unis, de l'histoire pour les droits civiques, jusqu'à le fait d'arriver voilà, à ce président afro-américain. Et je pense que c'est un récit qui mériterait d'être dans les CDI, dans les bibliothèques. Donc il est sorti en 3 volumes sinon initialement, vous pouvez aussi le trouver sous ce format-là. Et il y a une suite qui s'appelle Get Up America, dont j'ai le premier tome, il y en aura 2, mais le deuxième n'est pas encore sorti, qui se passe plus tard. J'ai également lu pas mal d'autres titres graphiques, mais si vous voulez les voir, je vous invite à aller voir le vlog que j'ai fait dans lequel j'ai lu pas mal de graphiques, notamment si vous voulez mon avis sur les 2 premiers, ces 2 volumes de Punch, cette bande dessinée, la série de comics de Victoria Schwab qui se passe dans l'univers de Shades of Magic, mon avis sur ce premier tome de La sorcière aux champignons, les tomes 6 et 7 du manga Bright Stories, ou encore Un crayon dans le cœur par Laurel. Pour tout ça, voilà, je vous invite à aller voir. Je voulais pas faire de doublon, je voulais juste vous reparler de Wake Up America, un récit qui m'a vraiment beaucoup plu et que je trouve vraiment important, donc voilà, j'avais envie de le remettre un petit peu plus en avant. Sur ce, j'en ai donc fini avec cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie de découvrir certains de ces titres, s'il y en a peut-être certains que vous avez déjà lus de votre côté. Et puis donc pour ma part, je vous laisse, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!